Bonjour à tous. Nous commençons une très belle, j'espère, très intéressante séance de progrès en urologie organisée par Georges-Henri Fournier de Brest, qui va la modérer avec moi. Auparavant, Hubert, notre secrétaire général, a une communication assez triste à nous faire. Alors, une triste, une moins triste. Donc, nous avons appris ce matin le décès de Dominique Poitou, membre de notre compagnie, qui était chirurgien orthopédiste à Marseille. Nous n'avons pas encore, à cette heure, des détails concernant les obsèques. Une moins triste, puisque la faculté de médecine de Montpellier fêtera demain son 801e anniversaire. En fait, le projet était conçu pour 2020. Compte tenu des événements, il a été reporté. Et elle a proposé à l'Académie de chirurgie de partager un programme. Et donc, nous irons demain et vendredi à Montpellier avec un programme historique le demain après-midi et un programme concernant la simulation et la robotique, donc beaucoup plus moderne, pour la journée de vendredi. Ces journées sont en présentiel, mais l'Académie de Montpellier va faire un montage et nous diffuserons le montage de cette manifestation sur la chaîne YouTube de l'Académie. Voilà, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Hubert. Je donne maintenant la parole à notre secrétaire annuel Maxime Ross pour nous faire le compte-rendu de la séance de la semaine dernière qui était très riche puisqu'elle s'est finie à 18 h. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire, chers amis et collègues. Effectivement, il s'agissait d'une séance que vous avez même qualifiée, Monsieur le Président, de très copieuse en conclusion. Il va de soi que j'ai fait mon maximum pour le résumer, mais qu'il en sera aussi copieux. Nous commençons avec Olivier Farge qui a introduit et qui a coordonné cette séance, qui était un rapport qui avait été demandé par l'Académie concernant l'état des lieux de la formation en chirurgie. Le rapport présenté a pris pour angle la question de la formation initiale des chirurgiens afin d'établir la présence d'éventuels problèmes pour pouvoir les contrecarrer à temps. Ce rapport a été établi notamment avec le concours des collèges. Ces collèges de discipline dont le but est de structurer l'enseignement au niveau national sont reconnus légalement par les tutelles depuis la réforme de 2017. C'est aussi en 2017 que la réforme du 3e cycle apparaît avec des étudiants qui sont désormais confrontés à une situation inédite, choisir une orientation entre 44 disciplines au terme du 2e cycle. Et c'est donc ici que prend place ce rapport qui est le premier à étudier les effets de cette réforme. Première intervenante, Marie Bouzig, de l'Association nationale des étudiants en médecine de France. Formée qui et sur quels critères? Résultat de plusieurs enquêtes, le point de vue des étudiants du 2e cycle. Choisir la chirurgie, ce n'est pas seulement opter pour une spécialité, mais un mode de travail, un mode de vie. Il est important pour les étudiants de savoir vers quoi ils vont s'orienter. Une série de propositions a été réalisée par la NEMF. Premièrement, découverte précoce optionnelle de la chirurgie, emploi d'aide opératoire, généralisation des yeux libres, développement des forums de métiers de la santé. Deuxièmement, initiation et préparation au stage de chirurgie des 2e cycle, séances de dissection, développement des masters d'anatomie, connaissances fondamentales telles que différents types de sutures, habillage, instruments. Troisièmement, adaptation des objectifs de stage aux étudiants et à leur évolution sur l'approche par compétences. Formation à la pédagogie des intervenants, développement des offres de stage hors CHU et permettre aux étudiants de valider des compétences pour faciliter la réorientation par droit au remords ou 2e DES qui sera détaillé ensuite. Question d'Olivier Farge, un commentaire. Il a été demandé auprès de 200 étudiants du 2e cycle, c'était une étude en Angleterre, s'ils avaient eu un contact suffisant avec la chirurgie, s'ils souhaitaient faire de la chirurgie. La moitié estimait avoir eu un contact suffisant, 80% ne voulaient pas faire de chirurgie. L'autre moitié qui n'estimait pas avoir eu de contact suffisant, 60% d'entre eux voulaient faire de la chirurgie. Le sujet concernant le contact que l'on a avec la chirurgie dès le 2e cycle est essentiel. Par ailleurs, lorsqu'on regarde les UFR, le pourcentage d'étudiants du 2e cycle qui choisissent une spécialité chirurgicale varie de 7 à 17% indépendamment du palmarès de l'UFR, ce qui montre que certaines UFR développent un programme d'attractivité de la chirurgie. Philippe Montupé, en quoi consistent les forums des métiers de la santé? Ce sont des forums organisés par des représentants étudiants en collaboration avec des enseignants, rassemblant des représentants de différentes spécialités qui permettent aux étudiants de découvrir sous tous ces aspects et d'une façon un petit peu plus intime les différentes spécialités. Gabriel Seydoun et Ilan Weisman, formés qui et sur quels critères? Cette fois-ci, c'est le point de vue des étudiants du 3e cycle. Une enquête observationnelle rétrospective avec envoi de questionnaires en ligne a été réalisée. L'objectif, c'est de savoir s'il y a concordance entre la représentation que les étudiants ont de la chirurgie en début de leur cursus et au terme de leur cursus. 61 réponses ont été obtenues.
97% déclaraient avoir choisi leur spécialité volontairement, ce qui est déjà bien. 23% étaient en début de cursus. Il existe une très grande discordance, principalement sur les points concernant la formation, théorie et pratique, accès aux outils de formation, accompagnement, programme, facilité de obtention du post-internat, facilité d'identification du projet professionnel, aide financière. Les autres points, que ce soit recherche et enseignement, par exemple, ne présentaient pas de discordance. Ou alors aussi le mode de vie, la société avec l'image valorisante, mais aussi l'hostilité du bloc opératoire et le leadership. Au final, 67% estiment qu'il n'y a pas de concordance entre le début et fin de cursus. Il y a donc une nécessité d'améliorer l'information et la communication dès le deuxième cycle pour permettre justement d'avoir une réelle image de ce qu'est l'apprentissage et le métier de chirurgien ensuite. Question, François Richard. Il existe un réel problème de déficit d'entourage, d'accompagnement des internes. Le nombre relatif de seniors dans les services dits universitaires est en moyenne le tiers de ce qu'il est en Allemagne ou aux États-Unis. Ensuite, le point de vue du collège des collèges d'enseignants. Une étude nouvelle en ligne a été réalisée auprès de chaque président de collège qui a rassemblé au total 259 chirurgiens représentatifs de chaque spécialité, dont la moitié étaient des responsables pédagogiques. Les réponses aux différentes questions ont été regroupées en thèmes. Les questions abordaient tout d'abord la vision qu'ils avaient de la chirurgie par rapport aux spécialités médicales et les grands thèmes dégagés étaient le cadre de travail, lien avec patient, nature du traitement, impact sur le médecin. Avec malheureusement tout ceci qui est perçu comme des contraintes qu'ils estiment méconnues ou ignorées par les autres professionnels ou par les patients eux-mêmes. Une autre question cherche à identifier ce qu'est le modèle en chirurgie. Il en ressort l'image, les outils, la démarche, la maîtrise. Il est intéressant de constater que ce modèle-là n'est pas du tout en accord avec la vision du modèle que le grand public. Et le modèle, de plus, évolue dans le temps. Il nécessite un environnement favorable qui lui-même a aussi évolué. Enfin, les traits de caractère qui, selon eux, étaient peu compatibles avec la chirurgie ou qui étaient appropriés. Alors, peu compatibles étaient ressortis comme grand thème l'attitude, le caractère, l'émotion, la tonicité, la pensée, la décision, l'artisanat, et plutôt appropriés, certaines dispositions, capacités, aptitudes, appétences, motivation. Il faut des qualités qui requièrent une formation particulière qui contribue in fine à créer une réelle culture chirurgicale. Ces qualités relèvent du monde sensible et du monde intelligible, ce qui est une source potentielle d'incompréhension entre chirurgiens et non-chirurgiens du fait de représentations qui peuvent être erronées. Et pourtant, ces qualités devraient pouvoir aussi être utilisées dans d'autres domaines que la chirurgie. On nous a parlé des réorientations ensuite. François Richard, commentaire, il y a probablement plus de différences envers les spécialités médicales, le ressenti qu'entre spécialités chirurgicales. Ensuite, toujours sur la même question, le point de vue du CNOM. 12,5% des médecins en activité sont des chirurgiens. La question est de connaître les spécificités par rapport à la pratique des spécialités médicales au regard de 4 grands éléments. Respect du code de déontologie. On note que 25% des médecins poursuivis en chambre disciplinaire de première instance sont des chirurgiens. Il faut améliorer lors de la formation la connaissance du rôle de l'ordre et du code de déontologie. Ensuite, au sujet du maintien des compétences en formation restreinte, 30% des praticiens concernés par l'insuffisance professionnelle sont des chirurgiens. Est-ce que c'est lié à une trop faible pratique du développement professionnel continu? Auquel cas, peut-être encore, même si elle est développée, améliorer l'accréditation. Parmi les praticiens concernés par l'état pathologique, 10% sont chirurgiens. La demande d'aide représente 13%, ce qui est corrélé par rapport au reste des spécialités. Enfin, 32,5% des dossiers des commissions nationales ministérielles de procédure d'autorisation d'exercice, attention, c'était hors européen, sont les dossiers de chirurgie. N'y a-t-il pas assez d'étudiants formés? La question, bien entendu, on se la pose. Pascal Leport, excusez-moi, de Saint-Malo. Résultat de plusieurs enquêtes, la chirurgie toute une vie. Donc, on revient sur une enquête, notamment d'Avenir Hospitalier, qui s'était déroulée en 2016. Parmi 933 PH accompagnés par le CNG entre 2009 et 2020, 12% sont des chirurgiens. 40% de l'accompagnement concerne la recherche d'affectation d'office. C'est souvent une restructuration avec des postes qui disparaissent. Mais les 60% autres sont en demande, ce qui suppose d'avoir un projet de transformation professionnelle. Les causes de l'abandon, problèmes relationnels, organisationnels, dégradation des conditions d'exercice, perte de motivation et soucis de santé physique qui n'étaient que très peu considérés comme des troubles musculo-squelettiques et certaines pathologies. Les typologies de sortie sont le changement de service ou d'établissement, voire de repositionnement vers la fonction publique d'État ou territoriale et enfin les disponibilités. Les conclusions qui ressortaient de l'époque étaient que les chirurgiens aiment leur métier, que l'institution ne les écoute que peu ou plus, la reconnaissance de la performance de la permanence de soins est insuffisante et il y a une grande nécessité de dimensionner suffisamment les équipes. Quels sont les remèdes? Dès l'internat, à s'assurer qu'il y a adéquation entre tempérament et métier, sensibiliser au travail en équipe, sensibiliser à l'ergonomie et encourager l'émulation plutôt que la compétition. Et puis ensuite, durant la carrière, d'autres outils doivent être appliqués, tels que analyser les presque accidents,
plutôt que simplement les RMM, favoriser les échanges entre équipes et mettre en place très rapidement des médiations lorsqu'il y a des soucis interpersonnels. Enfin, il faut favoriser les possibilités de mutation. Concernant les réponses à l'abandon, il faut mettre en place les piliers de passerelle possibles dès la formation. On parle à nouveau de réorientation. Les chirurgiens doivent être considérés comme un vivier de compétences. Une dernière possibilité est aussi d'encourager leur orientation vers le management pour remédicaliser la gouvernance afin que le soin redevienne le centre de l'hôpital. Commentaire de Jacques Caton, il serait intéressant de mener la même enquête auprès du privé ainsi qu'auprès des gens qui travaillent à temps partiel à l'hôpital car ils n'ont pas tout à fait les mêmes réactions et motivations. Jacques Belghiti, formé à quoi? Rôle sociétal de la chirurgie. Au travers de différents exemples, il est mis en évidence le rôle que jouent les chirurgiens dans la société et de l'aveu de Jacques Belghiti, ce n'était pas si simple à trouver comme étude, donc il a fait le constat lui-même. Le chirurgien considère l'acte de soin avec ses conséquences économiques et éthiques. Il répond déjà concrètement à une situation concrète et a donc déjà un premier rôle en santé publique. Chirurgie essentielle, non seulement la prise en charge pratique, mais aussi l'adaptation par rapport aux technologies. Chirurgie et nutrition, recommandations des chirurgiens avaient un faible impact jusqu'à l'apparition de la chirurgie bariatrique avec une implication centrale. D'autres enjeux de santé publique sont retrouvés notamment aux USA avec la lutte contre les prescriptions, par exemple, abusives d'opioïdes. Chirurgie et Covid, ça a permis de réaliser les compétences des chirurgiens hors du bloc, avec notamment beaucoup d'étudiants qui ont pu montrer une connaissance, bien entendu, de l'asepsie, mais surtout une aptitude à appliquer rapidement les prises de décision. Ça a souligné l'importance des sociétés chirurgicales ayant alerté sur les conséquences négatives du report continu des interventions. Et enfin, a quand même aussi permis d'équilibrer le pouvoir dominant des urgentistes et anesthésistes. Transplantation d'organes, qui a signé pour autant la fin du contrat singulier, c'est-à-dire que c'est géré par une instance administrative, ce n'est plus le médecin qui est le chirurgien qui est d'emblée décideur, mais toujours un rôle très central dans l'expertise, parce que c'est le seul qui a cette expertise sur le risque opératoire. L'approche chirurgicale du rapport bénéfice-risque est particulière puisque les chirurgiens sont habitués à prendre des risques, ils sont réfractaires à l'injonction du principe de précaution. Ce sens du réel, cette aptitude à expliquer, à décider, à agir, fait du chirurgien le meilleur porte-parole des malades. Et ceci doit encourager les chirurgiens à prendre des responsabilités au sein des instances, mais aussi participer à la vie des sociétés chirurgicales. Enfin, ce sont des moteurs permanents de l'innovation. Olivier Farge, commentaire, Guy Rochaumeil, ancien doyen, avait dit « La médecine a changé la société a changé la médecine. Pour poursuivre, changeons la médecine en permanence ». Olivier Farge, formé combien et par quelle filière? Évolution des effectifs depuis 1985. Spécialité chirurgicale représentait 22% des étudiants rentrant dans une spécialité médicale hors médecine générale en 1985. 29% à la suite du conflit des chirurgiens, dit Wembley en 2004, 17% en 2021. Entre 1985 et 2021, le groupe des spécialités chirurgicales a augmenté 3 fois moins que les spécialités médicales et 2,3 fois moins que la psychiatrie. Durant la même période, il y a eu une augmentation de la population, de l'espérance de vie, du nombre d'actes chirurgicaux et la réglementation sur le temps de travail a été bien entendu mise en place. Commentaire de Bernard Cron, le cursus dans le passé était organisé différemment et permettait de savoir dès le début du deuxième cycle ce vers quoi l'étudiant souhaitait s'orienter. Et c'est pendant l'internat qu'on choisissait sa spécialité. Réponse Olivier Farge, cette réforme du troisième cycle a été mise en place pour être en conformité avec le cursus d'études au niveau européen et en finir avec les DES et DESC. Par ailleurs, en France, c'est l'étudiant qui choisit sa spécialité, sa subdivision. Contrairement aux autres pays, l'étudiant se retrouve donc sélectionné selon certains critères. Éric Le Chevalier, Marseille, formé combien et par quelle filière? Les droits au remords depuis le début de la réforme, donc réforme du troisième cycle de 2017. Le droit au remords est permis pendant les 2 premières années qui correspondent donc à la phase de socle qui dure 1 an et puis la première année de la phase d'approfondissement. Première évaluation a été conduite donc de 2017 à 2019 puisque c'était la fin des possibilités du droit au remords. Un interne sur 7 a fait valoir un droit au remords, entrant ou sortant. Il y a une diminution du nombre d'internes sortants, surtout dans 4 DES, passage de 10 à 6%. On note par ailleurs qu'il y a moins de droits au remords sortant pour les anciennes DES que les anciennes DES. Plus de 50% des internes viennent ou vont vers des spécialités médicales. De même, il y a significativement plus de droits au remords sortant des spécialités chirurgicales. En définitive, à quoi cela conduit? À un déficit dont le nombre DES, 8 DES sur 10, manque à l'heure actuelle d'internes en formation. Commentaire d'Olivier Farge, et on sait qu'il y avait à peu près 5% de droits au remords uniquement avant la réforme de 2017. Pierre Devallée, formé comment? Le compagnonnage. La question qui se pose est quel type de chirurgien veut-on former au regard du changement profond du système de santé, mais aussi du changement anthropologique. Veut-on des chirurgiens de haute compétence technique à la conscience professionnelle aiguë, délivrant de leurs mains dans une démarche indépendante et responsable des soins adaptés à chaque patient en fonction des besoins, répondant ainsi à une éthique déontologique individuelle, ou bien des agents d'exécution et de réparation corporelle appliquant des processus algorithmiques normés établis en fonction d'une soi-disant éthique utilitariste collective. Le compagnonnage ne se limite pas à une méthode traditionnelle de formation, mais il est indissociable d'une certaine idée de la chirurgie, des chirurgiens eux-mêmes, de leur place dans la société. Le partage est fondamental, que ce soit l'excellence du savoir-faire comme du savoir-être, et qui, au-delà de simplement travailler, réalise une œuvre.
Ce compagnonnage doit-il évoluer du fait du développement des outils numériques, simulation, intelligence artificielle? Jusqu'à une époque récente, le chirurgien artisan était formé à exercer en tant que professionnel intégré, décideur et effecteur. L'introduction des pratiques numériques risque de remettre en cause ce concept holistique pour en faire un artisan fragmenté, avec ses pratiques divisées en de multiples fonctions assimilées à des processus de production d'une tâche simplifiée pouvant être décrite par des algorithmes. Ainsi, l'envahissement par l'IA qui vise à lisser la qualité interopérateur des résultats présente le risque de faire fondre la valeur de l'habileté personnelle, de la capacité d'initiative devant des situations non standardisées, qui pourtant sont ceux qui restent les motivations pour accepter le stress de la profession et progresser dans son expérience personnelle. Quant à la simulation, il faut prendre garde à ce qu'elle n'amenuise pas le lien entre le maître et l'élève et maintenir la transmission intergénérationnelle. Il ne faut pas aller depuis le compagnonnage vers un formatage orienté d'un technicien du corps qui serait amené in fine à penser comme une machine sans conscience des objectifs. Commentaire de Gérard Morvan: pour qu'il y ait compagnonnage, il faut qu'il y ait maître. Encore faut-il que l'apprenti puisse choisir son maître. Ce n'est que peu compatible avec la théorie de silo à l'heure actuelle. Ce sont des rencontres qui nous ont façonné et fait choisir. Formé par qui et où? Formation par les non-universitaires. Hervé Thomason, on arrive bientôt à la fin. Il a été proposé dans la réforme du 3e cycle que les stages puissent être accomplis en milieu privé. 75% de l'activité se fait dans les centres hospitaliers privés. Les universitaires ne représentent que 4% des chirurgiens. Il s'agit donc d'une nécessité quantitative pour des spécialités à fort effectif où il manque de formateurs, sachant qu'il y a en moyenne un universitaire pour 5 internes de façon générale et jusqu'à 9 en orthopédie. La formation par les chirurgiens non universitaires est déjà une réalité en soi au CHU, centre hospitalier public. Il s'agit aussi d'une nécessité qualitative en phase d'approfondissement, surtout pour l'acquisition de surspécialités et de techniques non présentes dans le domaine public. De plus, on demande aux internes de finaliser leur thèse au 31 octobre de la 4e année, ainsi que de publier, ce qui nécessite des travaux scientifiques, avec certaines fois de gros volumes de patients qui ne sont disponibles que dans le privé. En plus de ces compétences, l'étudiant peut y apprendre les notions juridiques et assurantielles ainsi que des modes organisationnels tels que l'ambulatoire. Le contrat de formation personnelle professionnalisante permet de faire le lien entre les deux types d'accompagnement. Les difficultés que présentent les chirurgiens libéraux viennent du caractère bien entendu chronophage de la prise en charge des internes, l'acquisition du langage et de la logique administrative, la novlangue, de la participation aux campagnes d'agrément, du risque médico-légal et bien entendu des financements. On note pour l'instant qu'il existe une très grande disparité régionale dans l'agrément de centres privés. Former comment? Les nouveaux rapports avec l'industrie. Là, toujours Hervé Thomason, la loi anti-cato de 93 a été reprise à maintes reprises pour progressivement interdire l'hospitalité. N'ayant pas été respectée, même les syndicats d'étudiants, notamment de médecine générale, se sont manifestés. La première et la plus grande des confusions qui dessert le monde chirurgical est celle entre médicaments et dispositifs médicaux implantables. Récemment a été précisé l'encadrement des avantages en espèces ou en nature. Les étudiants ne bénéficient d'aucune dérogation de financement de l'hospitalité dans le cadre de leur formation initiale. Pourtant, les avantages sont différents des DMI et de l'assistance technique nécessaire. La conférence des doyens a acté que dans ce cadre, les rapports avec l'industrie sont nécessaires. Les doyens ont mis en place des outils déclaratifs et conventionnels afin de permettre et d'encadrer cette relation. Il faut prévoir un calendrier de 6 mois avant l'action de formation. Pour l'avenir, il faudrait procéder à une émancipation progressive de l'industrie, obtenir un financement dédié par les tutelles et ou par taxation industrielle comme cela avait été proposé, envisager des centres de simulation multimodaux intégrés. Question du Hubert Joannet, notre secrétaire. On en vient peut-être à un fonctionnement plus normal pour les professionnels, mais pour les internes, cela devient impossible. Les pouvoirs publics ont tout simplement botté en touche et sans assurer de solutions alternatives de financement pour qu'ils puissent se rendre en congrès. Le préjudice pour la formation est grave. Réponse: lorsqu'il y a une communication, les frais peuvent être parfois pris en partie en charge par les universités. Ça peut aussi éventuellement être le rôle des sociétés quand elles ont les moyens. La participation au congrès, au-delà de la formation directe, est aussi un moyen de rencontrer ses pairs et de découvrir ses futurs maîtres. Je vous remercie. Merci beaucoup, Maxime. Vous voyez, vous le savez aussi bien que tous les participants à cette réunion, que l'Académie est transversale, qu'elle représente toutes les spécialités. La séance de la semaine dernière était donc très générale, essentielle dans l'apprentissage de la chirurgie et dans le développement de cet apprentissage, alors que la séance d'aujourd'hui est très spécialisée dans les développements modernes de l'urologie. Ce contraste illustre parfaitement l'essence même de l'Académie.